All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Court officer, please call the case. Good morning, Mr. President, Your Honors. Situation in the Central African Republic 2 in the case of the prosecutor versus Alfred Yekatom and Patrice Edouard Ngaisona, case reference ICC 0114-0118, and for the record, we are in open session. Thank you very much. I ask for the appearance of the parties. First, the prosecution, Mr. van der Poeje. Now, today I'm right that you are speaking. Yes, Mr. President. Good morning to you. Good morning, Your Honors. Good morning, everyone. Today, the prosecution is represented by Lucio Garcia, Maria Berdenikova, Manuchitra Praglaban, Yassine Mosfa, Sylvie Wakchum, Leila Axius, and myself, Kweko Benfoy. Thank you very much. I turn to Mr. Zima, please. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'équipe des représentants légaux des autres crimes est composée de Orchelon Maratsetse, Enrique Carnero Oyo, Alexis Larivière, Evelyne Umbeni et moi-même, Marie-Edith Douzima. Je vous remercie. Thank you. Thank you, Mr. Zima. Mr. Seppo, next. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. The formal child soldiers are represented today by Amina Merouche and myself, Dmitro Sopron. Thank you. Thank you. I turn to the defense. First, the defense, like always, of Mr. Yekatom. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning, everyone. Mr. Yekatom is present in the courtroom, and he's represented today by Ms. Sabrine Bessa, Ms. Alexandra Baer, Ms. Anta Guissé, Ms. Sarah Bafadel, Mr. Florent Pages-Granier, Ms. Yusra Lamkadam, Mr. Guillaume Suzuki, Ms. Léa Benoit, Mr. Amaury Mandosé, Ms. Curé, Romane Curé, and Ms. Evelise Ngakusam, and myself, Milan Dimitri. Thank you. That was already not an easy task, actually. Now the defense of Mr. Ngaisona, please. Ms. Prou. Good morning, Mr. President, Your Honors. Good morning, everyone. During this first session, the Ngaisona defense is represented by Sarah Pedroso, Despina Eleftheriou, Lou Van Crignon, Melissa Beaulieu-Lucier, and Alexandre de Sevdavi, and myself, Marie-Hélène Prou. But there will be a change in composition for the second session. And you will tell us then. Yes. And to pick that up, actually, we also as a chamber pick up the suggestion by the defense teams to have only 2 sessions, 2 2-hour sessions that can be accommodated. So this means we have now a 2-hour session, let's say roughly until 11:30, perhaps close to 11. When it suits you, we have a 5-minute break, have to have for the interpreters, have been told. We have to do that, really short break. And then we have a shortened lunch break, and we envision to start with the second defense team at 12:30. I think that's fine with everyone. So I give now Ms. Dimitri the floor. Thank you, Mr. President. Your Honors, I will never say it often enough. It's a privilege to appear before you, and it has been a privilege to work with this defense team. Today, you will hear me, followed by Ms. Bessat, and then Mr. Pages-Granier, and then I will take the floor one last time to conclude our oral submissions on sentencing. And as my prosecutor counterpart stated yesterday, it's the first time that the court hears submissions prior to an Article 74 judgment.
But unlike the prosecution, we will not rehash or reopen substantive issues concerning the main case with tenuous links on sentencing. Instead, we will focus on limiting our submissions that we hope will assist Your Honors in any sentencing. And when an accused stands before the international court, his credibility is frequently diminished, if not entirely absent from the outset. And so it's especially important to reset when it comes to sentencing, particularly prior to an Article 74 judgment. And more so when all three speakers yesterday sought to diminish Mr. Yekatom's intention, his credibility, and his objectives at the time of the event and after the event. And even yesterday, at this stage of proceedings, prior to an Article 74 judgment, Mr. Yekatom's presumption of innocence was treated with disregard. Both the prosecution and the victim's representative want you to find against him his apparent lack of remorse for crimes, notwithstanding his treatment and empathy towards the Muslim population and victims during the events, and his apparent lack of remorse for crimes that have not been found against him, including crimes we strongly assert have been fabricated. Today, you will hear Ms. Bessat, who will delve into the character of Mr. Yekatom, who he was, and the values he upheld. You will also hear her addressing mitigating factors and the evidence which seems to escape the prosecution and victims in their submissions. Mr. Pagès-Granier will then discuss the person Mr. Yekatom has become after 6 years in detention. And we respectfully urge Your Honors to approach their description of Mr. Yekatom with the credibility he deserves in its full context. And this context also includes his approach to these proceedings. It was his intention to oppose every delay or postponement of these proceedings. And we strived to ensure that justice was neither delayed nor compromised, guided by Mr. Yekatom's desire, including by fostering cooperation with the prosecution or victims whenever it was possible during these proceedings. And when the prosecution encountered challenges with witnesses' availability, we provided constructive alternatives, ensuring that proceedings would remain on track, as Mr. Yekatom expressed readiness and willingness to engage productively in these proceedings. And even when addressing bureaucratic challenges at the detention center, where Mr. Yekatom's cultural rights were at stake, he adhered to established mechanism with courtesy and persistence. And however, as Mr. Pagès-Granier will explain, even after obtaining a presidency decision that recognized Mr. Yekatom's rights and that highlighted the registry's non-compliance, the registry failed to act and implement it. And the indifference of the registry to the defense request must also be considered, particularly in the context of the allegation of evidence fabrication. You heard counsel for representing the alleged former child soldier yesterday, requesting 20 years on behalf of his 292 clients. And given that he speaks and spoke on behalf of his 292 clients and describe their alleged harm and suffering under the person they somehow describe in his brief and in his sentencing submission as their commander, I cannot stay silent on the issue of fabrication of evidence, even during today's sentencing submission. When we requested the registry to conduct an internal investigation
into this matter of involvement of registry contracted individuals in relation to fabrication of evidence, the registry rejected our claim, wrongly asserting that the interactions of certain court-affiliated individuals fell within the scope of the litigation before your honors. This assertion was misplaced. Such a position does not preclude the registry from exercising its administrative mandate to apply internal instructions on unsatisfactory behavior and unsatisfactory conduct, and to initiate an investigation into its contracted intermediaries. But yet, the registry refused to act. And I raise this now during the submissions on sentencing because they are pertinent to the onerous circumstances faced by Mr. Yekatom in these proceedings, and the manner in which he has approached such onerous circumstances. And allow me to ask your honors to place yourself in my position. The prosecution ultimately acknowledged the evidence fabrication uncovered by the defense. And despite the gravity of these revelations, the registry continued to contract individuals implicated in Article 70 investigations. And after we explained to Mr. Yekatom everything we have done, all the motions we have filed, all the requests we had produced and submitted in relation to the fabrication of evidence, he asked me a number of questions. And I'm unable to answer Mr. Yekatom when he asks me how many victims' forms these intermediaries assisted in completing. I'm equally unable to answer him when he asks me whether these intermediaries remain contracted by OPCV or VPRS, both registries' organs. And what can I say when he's asking me whether family members of these offenders are still participating victims and are part of those victims who requested yesterday 20 years of imprisonment? So today, I ask your honors to factor these procedure violations into your consideration as to how it impacted Mr. Yekatom's time and resources to present his defense and to prepare his defense, because it's a fundamental right recognized by the statute. Imagine how much time we spent, how much resource we spent investigating alone on the fraudulent actions of those intermediaries acting on behalf of the registry's organs. And today, we stand before you not seeking favor, but fairness for Mr. Yekatom. And we ask that your honors take into account Mr. Yekatom's conduct during the events, after the events, and including his conduct during these proceedings. And in a moment, my colleagues will address how, despite the frustrations arising from the registry's inaction, Mr. Yekatom respected the rules imposed upon him. Mr. Yekatom's goal has always been to place his trust in the justice process and never to obstruct it. And in contrast, the prosecution tried to paint the picture yesterday of someone who deserves no credit at all. The prosecution has undertaken an unreasonable approach, including in relation to its proposed sentence of 22 years. And after Ms. Bessat and Mr. Pagès-Granier will address your honors, I will establish how the prosecution has failed to substantiate this sentence, and in particular, in comparison with other sentences both imposed by this court and requested by the prosecution's office itself in other cases before this court. And I will now leave the floor to Ms. Bessat. Thank you, Ms. Bessat.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le 9 juillet 2020, Monsieur Yekatom apparaissait pour la première fois devant votre Chambre. Il y a maintenant plus de 4 ans. Et depuis cette première audience de mise en état, et tout le long de son procès, vous avez vu presque quotidiennement Monsieur Yekatom assis dans cette salle d'audience. Vous avez entendu des témoins, les uns après les autres, vous parler de Monsieur Yekatom. Et ces derniers jours, vous avez entendu Monsieur le procureur, les représentants légaux des victimes, vous dresser un portrait erroné et déraisonnable de Monsieur Yekatom. Vous disant notamment, et je cite, que la réputation violente de Monsieur Yekatom était reconnue et fondée. Et j'aimerais à mon tour remédier à cela, vous présenter qui est véritablement Monsieur Yekatom. Parce qu'il est facile de romancer les accusés dans les procès internationaux, mais il est important que vous compreniez qui est véritablement Monsieur Yekatom, en tant qu'individu et dans le cadre du prononcé de la peine. Dans un premier temps, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je voudrais vous parler de la vie de Monsieur Yekatom. Monsieur Yekatom est né le 23 janvier 1975 dans le quartier de Catin, à Bangui. Il vient d'une famille modeste. Son père était employé de banque et sa mère en foyer, vendait également des petites marchandises sur une étale pour compléter les fins de mois. Et comme le veut parfois la tradition en Centrafrique, M. Yekatom s'est vu attribuer à sa naissance le nom de 2 de ses oncles. Son premier oncle s'appelait Mokpem Rambo et M. Évariste Yekatom, son deuxième oncle, qui était membre des FACA. M. Yekatom a grandi dans le quartier de Catin. Il est allé à l'école jusqu'en 4e année du secondaire. Et son éducation a malheureusement été interrompue plusieurs fois à cause des crises politiques qui ont affecté la Centrafrique. Comme l'atteste le témoin D29 80 23, M. Yekatom a grandi parmi ses camarades de confession musulmane qu'il a côtoyés et fréquentés de son enfance à sa vie d'adulte, comme vous pouvez le voir devant vous sur vos écrans. Et durant son enfance, M. Yekatom aimait jouer au foot. Il jouait au foot sur le terrain de Sagbado. C'est un terrain vague qui se situe dans le quartier du PK5, dans le 3e arrondissement de Bangui. M. Yekatom jouait sur ce terrain de foot avec ses amis, des jeunes de différents quartiers et de différentes confessions. Et c'est comme ça qu'il a rencontré le témoin P1317, prénommé Ibrahim. Lorsque son père est décédé, malheureusement, M. Yekatom, qui est l'aîné de ses frères et sœurs, a dû arrêter définitivement l'école et commencer à travailler. Il a commencé à vendre des petites marchandises dans le quartier du PK5, notamment des chaussures. Et au bout de quelques années, pour améliorer la condition financière de sa famille, il a décidé de partir à Brazzaville, une ville qu'il a choisie notamment pour sa proximité, pour rester proche de sa famille. Et même dans ce nouveau pays, qui n'était pas le sien, M. Yekatom a réussi à continuer à faire du commerce. Et il a sacrifié 8 ans de sa vie pour sa famille. C'est comme une personne courageuse et qui aime travailler que le décrivent ses amis et ses proches. Et je fais référence ici aux témoins D29 8017 et D29 8023, qui le dépeignent, et vous l'avez devant vous sur l'écran, comme une personne généreuse, aidante et un homme proche des personnes défavorisées. Il est notamment précisé, et vous le voyez à l'écran, que M. Yekatom a aidé la population de son quartier pour payer les funérailles ou améliorer notamment la condition des routes. Alors après ces 8 années à Brazzaville, M. Yekatom a décidé de revenir à Bangui. Et il a continué à faire du commerce avec son ami, le témoin D29 8023. En 2003, M. Yekatom a rejoint le mouvement des libérateurs de l'ancien président Bozizé pour renverser le pouvoir du président Patassé, alors au pouvoir. Il a ensuite commencé une formation militaire dans l'armée régulière en 2004 dans la région de Bouar, au nord-est de la Centrafrique.
Et à l'issue de cette formation militaire, M. Ekatom est entré dans le bataillon provincial de la garde républicaine en tant que fantassin. Au cours de sa carrière militaire, M. Ekatom a été promu 3 fois, suivant le règlement militaire et comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Il est arrivé jusqu'au grade au rang modeste de caporal-chef, gravissant les échelons sans aucun favoritisme, contrairement à d'autres militaires en Centrafrique. Et au cours de sa carrière, en 2008, M. Ekatom a été affecté au 3e bureau de l'état-major, plus connu sous le nom de B3, et il travaillait à la section des archives sous les ordres du capitaine Grémangou. M. Ekatom, et comme vous le savez, est resté militaire jusqu'en 2016, année durant laquelle il a été élu député de la circonscription de Mbaïki 2 à l'Assemblée nationale. Et c'est à Pawa, toujours dans le nord-est de la Centrafrique, que M. Ekatom a rencontré son ancienne épouse, la témoin D29-8024, prénommée Aïcha, de confession musulmane, et avec laquelle il a eu une fille, elle-même de confession musulmane. La déclaration de D29-8024 vous a été soumise. Elle vous décrit comment M. Ekatom a toujours été respectueux de sa religion. Vous pouvez voir sa déclaration sur vos écrans, et dans laquelle, notamment, au paragraphe, et je voudrais vous citer une partie de cette déclaration, notamment le paragraphe 15, et je cite, « À l'époque, Rambo était militaire à Pawa. Nous avons sympathisé alors qu'il était en sortie avec un groupe d'amis. Il a commencé à me courtiser. Il savait que j'étais musulmane, je portais déjà le voile à Pawa, je l'ai toujours porté. Je faisais également mes 5 prières par jour. Quand j'étais avec lui, j'allais prier et il respectait cela. La religion n'a jamais été un problème quand je l'ai fréquenté. » Alors, M. Ekatom a ensuite présenté Aïcha à ses amis, notamment aux témoins D29-8023 et à sa famille. Et de la même manière, Aïcha a présenté M. Ekatom à sa famille, et notamment à son frère, le témoin D29-8026, qui témoigne plus généralement du respect de M. Ekatom envers l'islam et les musulmans. Il indique, et vous pouvez le voir à l'écran, « J'ai toujours constaté qu'il était respectueux à mon égard et envers les musulmans de manière générale. Par exemple, s'il venait me rendre visite et que je priais, il restait dans un coin en attendant que je finisse. Je savais aussi qu'il respectait la pratique religieuse de ma sœur. Elle porte toujours le voile et il n'a jamais interdit cela. Malgré leur séparation, qui est due à la distance, M. Ekatom a toujours gardé contact avec elle par téléphone. Il a continué à subvenir aux besoins de sa fille et à lui rendre visite au Cameroun, où elle résidait avec sa mère. Encore actuellement, M. Ekatom l'appelle depuis le centre de détention. Et sa fille est venue lui rendre visite l'année dernière, en 2023, et une des choses à laquelle M. Ekatom a pensé en tant que père de famille est de s'assurer que durant sa présence au centre de détention, elle puisse continuer à pratiquer sa religion. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je voudrais vous parler maintenant un peu plus longuement de la famille de M. Ekatom et de l'impact de la détention sur M. Ekatom et sur sa famille. Et pour que nos soumissions soient claires, je vais vous parler de l'impact de cette détention sur M. Ekatom pour que vous compreniez mieux sa personnalité. Et dans quelques instants, mon confrère, Maître Pagès Granier, reviendra plus longuement sur les violations des droits en détention qui devraient être garantis à M. Ekatom. Et l'explication de cet impact de la détention vous permettra de comprendre qui est M. Ekatom. Parce qu'avant d'être un accusé dans cette salle d'audience, M. Ekatom, c'est un fils, c'est un frère, c'est un mari, c'est un père de famille, un grand-père qui est très impliqué dans la vie des membres de sa famille. Et avant de continuer mes propos sur l'impact de cette détention sur M. Ekatom,
je voudrais ouvrir une courte parenthèse et revenir sur les propos qui ont été tenus dans cette salle d'audience en décembre dernier par les représentants légaux des victimes. Et je cite, « Nous avons entendu l'accusé se plaindre des conditions d'existence et de traitement à la maison d'arrêt, soutenant qu'il n'était tenu aucun compte de sa culture dans son alimentation, n'ayant eu droit qu'à quelques visites de ses proches. Ces propos ont profondément bouleversé les victimes qui vivent dans la misérabilité permanente, d'autant que ces conditions de vie, tant décriées par ailleurs, sont tout de même à la charge de la Cour. » Fin de citation. Alors je voudrais être très claire, et c'est vraiment important pour M. Yekatom, nous ne remettons à aucun moment en question les souffrances terribles des victimes des événements de 2013 et de 2014. Il est crucial que selon la décision que vous rendrez, leur intérêt soit pris en compte. Mais vous le savez, le système judiciaire n'a pas pour but de faire souffrir les accusés en proportion de la souffrance des victimes. Et devant une juridiction internationale telle que celle-ci, il ne s'agit pas d'appliquer la loi du talion, mais d'appliquer les meilleures pratiques en matière de détention. Et des conditions de détention respectant les normes internationales ne diminuent en rien l'importance de ce que la justice doit aux victimes. Au contraire. Alors dans mes propos aujourd'hui, et ainsi que ceux qui suivront de Maître Pagès-Granier, vous m'avez entendu et vous allez m'entendre parler de la vie de M. Yekatom, de sa détention, du fait qu'effectivement il y a un manque de prise en considération culturelle dans la détention provisoire de M. Yekatom. Parce que la Cour est une cour internationale qui a la particularité de juger des personnes provenant du monde entier depuis un territoire européen. Cet aspect ne peut être négligé. Les droits de l'accusé en détention, et c'est notre devoir en tant qu'équipe de défense, doivent être défendus et leurs violations prises en compte pour le prononcé de sa peine. Ceci étant dit, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je referme cette parenthèse et je voudrais revenir sur la situation familiale de M. Yekatom. M. Yekatom est père de 14 enfants qu'il a eus avec différentes épouses. Parmi eux, 8 sont mineurs. 2 de ces enfants sont orphelins de mère et depuis le transfert de M. Yekatom, il se retrouve avec un père qui réside à des milliers de kilomètres. Et M. Yekatom n'a pas pu les faire venir en visite familiale depuis son transfert et cela l'affecte profondément. Le dernier enfant de M. Yekatom est né en décembre 2018, quelques semaines après son arrestation et son transfert. Et je voudrais vous montrer 2 photos de cet enfant. 6 ans séparent ces 2 photos et représentent également le temps que M. Yekatom a passé en détention. Ce n'est que lors d'une visite familiale en mars 2020 que M. Yekatom a pu rencontrer pour la première fois son fils, qui était alors âgé d'1 an et demi. Et avant son arrestation, M. Yekatom s'occupait également de sa mère, dont il était très proche. Il l'assistait financièrement et moralement. Elle non plus, il n'a pas pu la voir depuis son arrestation. Et pour que vous compreniez l'importance de la relation de M. Yekatom avec sa mère, je vous réfère particulièrement à la déclaration du témoin D29-8024 qui évoque la prise en charge de leur mère, donc de la mère de D29-8024 et de la mère de M. Yekatom, qui était un sujet récurrent dans leur conversation. Vous pouvez voir cet extrait sur vos écrans. Alors, depuis son transfert à La Haye, M. Yekatom a tout mis en œuvre pour essayer de garder contact avec ses proches et de leur venir en aide comme il le pouvait. Mais vous en conviendrez, ça n'est pas toujours facile à des milliers de kilomètres de sa famille. Et avec des moyens de communication limités. Et je dis limités, car il faut garder en tête certains aspects qui reflètent la réalité de la Centrafrique et lorsque l'on parle de détenus centrafricains. D'une part, tous les membres de la famille en Centrafrique de M. Yekatom ne possèdent pas de téléphone. Et d'autre part, le réseau téléphonique centrafricain n'est en rien comparable à celui que vous connaissez ici et ne couvre pas l'ensemble du territoire centrafricain. Pour rappel également, les appels téléphoniques de M. Yekatom sont limités et coûteux.
l'organisation de visites familiales financées au centre de détention, et il est bon de le rappeler, dépend de contributions volontaires au fonds d'affectation spéciale, notamment de contributions des États parties, ce qui veut dire que quand il n'y a pas d'argent dans ce fonds, il n'y a pas de visite familiale financée pour les détenus à la Cour pénale internationale. Et M. Yekatom s'est vu refuser plusieurs fois ces demandes de visite, car le fonds était vide. Alors M. Yekatom est très reconnaissant de la possibilité offerte par le greffe de parler à sa famille par visioconférence, mais vous le comprendrez aisément, cela ne remplace en rien une visite en personne durant lesquelles vous pouvez serrer vos proches dans les bras. Et vous pouvez facilement imaginer les sentiments de solitude et de tristesse ressentis alors par M. Yekatom. En quelques jours, il a complètement été déraciné de sa communauté, de son quotidien, de son travail. Et ces sentiments de tristesse et de solitude affectent également le quotidien de sa famille en Centrafrique. Cette détention a également eu un impact financier sur la famille de M. Yekatom, puisqu'avant son arrestation, il était la source principale de revenus pour sa famille. Je souhaiterais vous rappeler à cet égard que M. Yekatom a été jugé indigent par la Cour. Alors depuis 6 ans, M. Yekatom fait tout son possible pour contribuer, comme il le peut, à les aider. Et au centre de détention, M. Yekatom fait des heures de ménage. Ms. Besa, I'm reminded by the interpreters that you perhaps slow a little bit down. Thank you very much. But actually, you're not the first. Perhaps you will be the last to commit to this small offense. But I have to. It's better for everyone if you slow a little bit down. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Toutes mes excuses aux interprètes. Alors, au centre de détention, comme je vous le disais, M. Yekatom fait des heures de ménage. Et une partie de la rémunération qu'il perçoit pour ces heures de ménage couvre les frais de sa nourriture. Une autre partie sert à payer les frais des appels téléphoniques. Et la troisième partie de cette rémunération est envoyée à sa famille. Et depuis sa cellule, M. Yekatom s'est mis à confectionner des bracelets de perles en plastique. Il les a d'abord fabriqués en cadeau pour ses proches, puis il en a fabriqué en plus grande quantité pour que sa famille puisse les vendre à Bangui et en tirer un petit bénéfice. C'est un moyen pour lui de continuer à leur venir en aide malgré sa condition. Madame, Messieurs les juges, je voudrais maintenant vous parler des circonstances atténuantes que nous vous demandons de prendre en considération dans le cadre du prononcé de la peine. Aussi bien dans leur mémoire que dans leurs propos en audience hier, le procureur et les représentants légaux des victimes vous ont dit qu'il n'y avait aucun facteur atténuant pouvant être pris en considération dans le prononcé de la peine. Pourtant, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la preuve est là. Elle provient de témoins de la défense, mais également de témoins du procureur. La preuve est là et le bureau du procureur ne l'adresse pas. D'une part, mais pire encore, il choisit de vous dire qu'elle n'existe pas. Et pourtant, ces éléments de preuve vous rapportent une multitude de facteurs atténuants. Monsieur le Président, nous vous demanderons respectueusement de prendre en considération 4 facteurs atténuants dans l'éventualité d'un prononcé de la peine. Dans un premier temps, nous vous demanderons de prendre en considération le contexte difficile découlant du conflit dans son ensemble. La jurisprudence a déjà pris en considération ces éléments dans le prononcé de la peine. La Chambre de première instance du TPIY l'a fait en rendant son jugement dans l'affaire Tchebelichi, et je vous renvoie respectueusement au paragraphe 1284 du jugement que vous pouvez voir à l'écran. Et dans cette affaire, la Chambre de première instance a pris en compte le fait que la commission de crime par l'un des accusés contre les détenus serbes de Bosnie s'est déroulée dans le contexte de l'environnement difficile du conflit armé dans son ensemble et des événements survenus dans la ville d'origine de l'accusé. Elle a notamment cité
l'atmosphère de peur constante de blessures ou de mort pour lui-même et sa famille, ainsi que le contexte des mauvais traitements infligés aux musulmans de Bosnie par les Serbes. Et ce raisonnement a été suivi par la suite dans plusieurs affaires du TPIY et du tribunal spécial pour la Sierra Leone. Les circonstances qui constituent ce facteur peuvent également être considérées comme des circonstances pertinentes au sens de l'article 145.2a petit i, en particulier compte tenu de la menace posée par la Seleka à M. Yekatom, à ses collègues FACA, ainsi qu'à la population civile plus largement en Centrafrique. Et je voudrais prendre le temps de vous décrire le contexte difficile de la Centrafrique en 2013 et la situation dans laquelle s'est retrouvé M. Yekatom. Contrairement à ce que vous dit M. le procureur hier, M. Yekatom s'est retrouvé dans une situation difficile qu'il n'a pas choisie et créant une peur pour sa famille et son pays, tout comme cela a été le cas pour des accusés dans l'affaire Tchebelichi. Et comme je vous en parlais précédemment, M. Yekatom a été déployé au 3e bureau de l'état-major en 2011 et il s'était retrouvé à travailler sous les ordres du capitaine Grémangou. Alors en 2013, comme l'atteste notamment le témoin D29-8014, à la suite du coup d'État de la Seleka, M. Yekatom a continué à travailler au B3. Son supérieur hiérarchique n'est alors plus le capitaine Grémangou, mais le colonel Seleka Abdelkader. Et dédié à ses valeurs militaires, M. Yekatom est donc resté travailler au B3 alors que la Seleka avait pris le pouvoir. Parce qu'en tant que militaire, peu vous importe le pouvoir en place. Ce qui vous importe, c'est la protection de l'État et du peuple. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je voudrais un instant que vous vous replongiez dans l'état de chaos et d'atrocité dans laquelle la Seleka plongeait le pays en 2013. Parce que vous avez entendu une multitude de témoins à ce sujet, vous avez vu des images, des vidéos. La Seleka, ce sont des arrestations arbitraires. On vous kidnappe parce que vous avez eu le malheur de mal regarder un de leurs éléments. Ce sont des exécutions sommaires, des pillages, des tirs indiscriminés. Ce sont des viols, des actes de torture, des corps jetés dans le fleuve, des maisons incendiées. Ce sont des familles qui n'avaient plus d'endroit où vivre. La liste des exactions est encore longue et le récit des témoins l'est encore plus. Un dernier point quand même, la Seleka, ce sont des attaques ciblées des FACA. Et M. Yekatom n'y a pas échappé. Il a été la cible de la Seleka par 3 fois, comme l'atteste d'une part M. Yekatom, que vous pouvez voir dans une vidéo dont le transcrit s'affiche sur votre écran, et comme l'atteste également le témoin D29-8014 et le témoin P0888, qui vous explique également que c'est par chance que M. Yekatom a réussi à fuir et à traverser vers Zongo. M. Yekatom a vécu en exil à Zongo, un exil forcé qu'il n'a pas choisi et dans lequel les conditions de vie humaines étaient difficiles. Il a été enfermé pendant plusieurs jours par les autorités congolaises et son statut de militaire ne lui permettait pas de bénéficier de la protection du HCR. Encore une fois, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, imaginez-vous, tous les jours en exil, vous recevez des nouvelles catastrophiques sur la situation catastrophique de votre pays durant le régime Seleka. Vous avez peur des représailles de la Seleka sur votre famille, sur vos femmes, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. Votre famille est éparpillée un peu partout parce qu'ils n'ont pas pu rester chez vous par peur justement de ces représailles. Vous avez peur et vous savez qu'il n'y a plus d'ordre, plus d'autorité, aucune force de protection pour venir en aide à la population, plus personne pour défendre vos proches. En 2013, et vous l'avez entendu de plusieurs témoins,
la Centrafrique est complètement délaissée. La communauté internationale ne bouge pas. Les humanitaires sur le terrain font ce qu'ils peuvent, mais le danger de la Séléka les empêche souvent de se déplacer, comme vous l'a décrit notamment le témoin D29 5013. Et effectivement, M. Ekatom a subi les représailles de la Séléka qui ont complètement détruit sa maison, inoccupée à ce moment-là, heureusement. Alors oui, en tant que FACA, mais également en tant que père de famille, M. Ekatom a voulu se battre pour sauver son pays, chasser la Séléka et le président Jotodia. Vous avez entendu une multitude d'éléments de preuve à ce sujet et je voudrais vous montrer un extrait vidéo très court, contemporain des événements et dans lequel M. Ekatom vous explique cela. Il s'agit de CAR OTP 2065 0396 de la seconde 33 à la seconde 54. Et pour les interprètes, le transcrit se trouve à CAR OTP 2122 2284 des lignes 17 à 20. Des anciens FACA? Oui, c'est vrai, partout c'est des FACA, parce que depuis que l'autre là, les Séléka sont rentrés, ils ont chassé des FACA, ils ne veulent pas travailler avec les FACA. Bon, nous on va mieux pour libérer le peuple centrafricain. C'est par rapport à ça que les FACA sont organisés, la révolution des forces armées centrafricaines pour le peuple. Nous on est là pour libérer le peuple. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, il faut également que vous compreniez que ce devoir militaire envers sa patrie était attendu de M. Ekatom et des autres militaires par la population. Et ce sont notamment les propos tenus par la ministre Antoinette Montaigne que vous voyez sur votre écran dans un entretien radio le 6 mai 2014. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, j'en arrive au deuxième facteur atténuant que nous vous demandons de prendre en considération et qui est celui des efforts répétés de M. Ekatom pour minimiser la souffrance des victimes du conflit en 2013 et en 2014. Ces efforts se sont tout d'abord illustrés par les ordres de M. Ekatom qu'il a donnés à ces éléments. L'ordre de ne pas s'en prendre aux civils, de ne pas prendre pour cible les civils, et par manque de temps, je vous renvoie aux paragraphes 326 et 346 de notre mémoire finale, et l'ordre donné à ces éléments de respecter le droit international humanitaire, et de la même façon, je vous renvoie respectueusement aux paragraphes 299 et 303 de notre mémoire finale. Et ces efforts pour minimiser la souffrance des victimes se sont également concrétisés par les discours tenus par M. Ekatom directement à la population, qui n'attendait alors qu'une seule chose, celle de se venger. M. Ekatom leur a demandé de ne pas s'en prendre aux musulmans, justement pour éviter de causer des victimes parmi la population musulmane. Il a pris la parole à chaque fois qu'il en avait l'occasion pour réitérer l'objectif du RFA-CPP, qui était celui de chasser la Séléka et le président Jotodia. Et un exemple important dont vous avez entendu parler pendant ce procès est la participation de M. Ekatom à la réunion à la cathédrale de Mbaïki en janvier 2014.
qui était une réunion de dialogue et à laquelle ont participé des représentants de la communauté musulmane, de la communauté chrétienne, des figures politiques, des représentants de l'ordre et des humanitaires. Et plusieurs témoins présents vous ont raconté comment M. Ekatom s'est présenté en tant que FACA et qu'il a expliqué que le but du mouvement était de chasser la Séléka et le président Jotodia. Les participants de cette réunion ont décrit également M. Ekatom comme attentif et écoutant les différents discours des participants, dont les requêtes des représentants de la communauté musulmane. Plusieurs témoins du procureur vous ont expliqué que M. Ekatom a demandé lors de cette réunion à ce qu'un musulman initie la prière de clôture. Et je fais référence ici aux témoins P1839, P2041 et P1666. Et ce dernier témoin, P1666, qui était présent, vous explique même que le président de la jeunesse musulmane est allé féliciter M. Ekatom à la fin de la cérémonie. Et le message de paix que M. Ekatom a tenu dans cette salle de réunion était tellement convaincant que certains participants à la réunion ont demandé à M. Ekatom de répéter ce message à l'extérieur de la cathédrale, ce qu'a fait ce jour-là par 2 fois M. Ekatom. Et le discours de M. Ekatom à la communauté musulmane a grandement rassuré la communauté. Le témoin P1666 vous a dit que ces discours ont eu un impact. Il vous explique, et je cite, « Si jamais il n'avait pas tenu ses propos, certainement ça allait dégénérer en un conflit difficile. » Et les efforts de M. Ekatom pour minimiser les souffrances des victimes se sont aussi concrétisés par différentes initiatives pour réinstaurer l'appareil étatique et rétablir la sécurité de la population après le passage chaotique de la Séléka. Et il a fait de son mieux pour reprendre les propos du témoin P1839, pour que les gendarmes reprennent leur poste, tel que vous pouvez le voir à l'écran. Et par manque de temps, Madame, Messieurs les juges, je ne vais pas revenir plus longuement sur cet aspect et je vous réfère respectueusement aux notes de bas de page 70 et 71 de notre mémoire sur la peine. Toujours de la même façon et dans le but de minimiser les souffrances des victimes du conflit, et une fois que la menace de la Séléka avait disparu, M. Ekatom a commencé à participer au processus du DDR, tel que vous le décrit notamment D29-8019. Vous avez également vu et entendu beaucoup de preuves à cet égard, et parmi eux se trouvent les éléments de preuve qui s'affichent sur votre écran. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, j'en arrive au 3e facteur atténuant que nous vous demanderons de prendre en considération dans le cadre du prononcé de la peine. Et il s'agit des efforts de M. Ekatom pour assister les victimes des crimes pour lesquels il est accusé. Plusieurs témoins de la défense, mais également du procureur, vous ont expliqué comment M. Ekatom était venu porter assistance à la population musulmane durant les événements. Et à ce sujet, je voudrais revenir un peu plus longuement sur le témoin D29-5014. Vous avez entendu dans cette salle d'audience comment M. Ekatom l'a sauvé durant les événements. Elle vous a raconté comment une foule s'était introduite dans sa concession pour s'en prendre à elle et à ses enfants en janvier 2014. Et comment M. Ekatom a crié à la foule, d'une part de ne pas la toucher, et d'autre part, et je cite, « Les musulmans ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis sont les Séléka. » M. Ekatom n'avait aucun intérêt à sauver D29-5014. Ce n'était pas un membre de sa famille, ce n'était pas une amie. Les faits sont là, ils n'ont pas été contestés par le bureau du procureur et vous ne pouvez les ignorer. Et le cas de D29-5014 n'est pas un cas isolé. Elle vous explique également comment M. Ekatom a aidé des musulmans venant de Boda où régnait le chaos, pour arriver jusqu'à Bangui sans problème. D'autres témoins du procureur, cette fois, notamment le témoin P1193, vous a expliqué comment M. Ekatom avait remis à la Miska des musulmans dans la Lobaye, car ils étaient menacés par la population.
Il vous a notamment expliqué comment M. Ekatom a protégé les musulmans à PK9 alors que la population voulait s'en prendre à eux. Et de façon similaire, toujours un témoin du procureur, cette fois-ci P0888, a témoigné que, alors que M. Ekatom se trouvait dans le village de Bando-Koro vers Bosongo, un camion s'est arrêté à une barrière et que M. Ekatom a entendu des bruits, des pleurs d'un enfant provenant de l'arrière du camion, et qu'en ouvrant le camion, il a découvert des musulmans qui s'y cachaient. M. Ekatom les a fait descendre du camion pour qu'ils prennent l'air et leur a acheté de l'eau. Il les a ensuite escortés jusqu'à Bangui avec son propre véhicule. Toujours un autre témoin du procureur, P1647, vous a également expliqué comment M. Ekatom l'a envoyé au village de Kapou pour protéger les Peuls présents dans ce village. Un dernier exemple, le témoin P0446 a témoigné de la remise par M. Ekatom à la gendarmerie au village de Centrapalme d'un musulman nommé Koyabadé pour être protégé et comment il a fait appel à P0446 pour le libérer. Alors non, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, toutes les réunions, les discours en faveur de la cohésion sociale organisés par M. Ekatom ou auxquels il a participé n'ont pas été filmés. Et oui, contrairement à ce que vous dira Monsieur le procureur, les propos de M. Ekatom étaient les mêmes, que ce soit face caméra ou non, en présence de journalistes ou non, en présence de représentants d'ONG ou non, en présence de militaires de la force sangaris ou non, et heureusement, des témoins présents ont pu vous en faire part. Mais le bureau du procureur vous dira qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Et parfois, ces efforts pour minimiser la souffrance des victimes de la crise se sont simplement manifestés par des conversations que M. Ekatom a eues avec des personnes de confession musulmane, comme vous l'a rapporté notamment le témoin P2353, un habitant de Mbaïki. Et alors que ce témoin s'apprêtait à quitter la Centrafrique pour le Tchad, M. Ekatom lui a demandé de ne pas partir. Il lui a dit que bientôt la situation se stabiliserait et qu'il pourrait retourner à Mbaïki. Il le lui a dit car il savait ce que c'était de vivre en exil. Et c'est parce qu'il savait cela qu'il a demandé à P2353, témoin et victime dans cette procédure, de ne pas partir. Et cette conversation, Monsieur le Président, illustre concrètement que M. Ekatom n'a jamais voulu le départ des musulmans. En plus de protéger directement les victimes musulmanes, M. Ekatom a participé et a initié des actions de cohésion sociale, qui étaient également un moyen d'assister les victimes de la crise. Et ces efforts se sont concrétisés par des actions en faveur de la réouverture des mosquées après les événements. Le témoin D29310, qui est une figure importante de la communauté musulmane à Bangui, vous parle de la prise de parole de M. Ekatom, notamment pour la réouverture de la mosquée de Kina, la réouverture pour la mosquée de Lakwanga à Bangui et l'organisation d'une réunion à Mbaïki pour demander la réouverture de la mosquée Baguérimi. D'autres actions qui ont visé justement à minimiser, visant à assister les crimes tels que la réouverture, à assister les victimes, des crimes tels que la réouverture du cimetière musulman et la promotion de la libre circulation des personnes, sont développées plus longuement dans notre mémoire sur la peine et je vous renvoie respectueusement au paragraphe 36. J'en arrive à mon quatrième facteur atténuant, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, et nous vous demanderons de prendre en considération, dans le cadre du prononcé de la peine, les efforts que M. Ekatom a faits pour la cohésion sociale et la promotion de la paix et de la réconciliation. Le témoin D293010 vous raconte notamment la participation de M. Ekatom à une réunion pour la paix à la MINUSCA
il vous fait part également de la participation de M. Yekatom à la cérémonie organisée par M. Wenesui, et dont le témoin P0888 vous parle également et vous explique plus encore que M. Yekatom a été le seul à répondre à l'appel de M. Wenesui pour participer à cette réunion de réconciliation. Dès juillet 2014, M. Yekatom a participé au Forum de Brazzaville en présence de différents représentants de la société civile et de la jeunesse centrafricaine. Forum qui, je vous le rappelle, était organisé pour garantir la cessation des hostilités. Et cela ne s'est pas arrêté à une simple participation au Forum de Brazzaville, mais dès son retour en Centrafrique, M. Yekatom s'est rendu directement auprès de la population pour les sensibiliser à la réconciliation et au vivre ensemble. Et de la même façon, un an plus tard, en mai 2015, M. Yekatom a participé au Forum de Bangui. Et les témoins D293010 et P0819 vous en parlent. Excusez-moi, le témoin P8019 vous en parle. Et le témoin D293010 vous rapporte les propos de M. Yekatom qui ont été les suivants. Nous sommes là pour la paix dans le pays. Il a rajouté, tout ce que nous avons fait, c'était dans le but de combattre la nébuleuse Séléka, mais il ne faut pas toucher à la population musulmane. Des représentants du bureau du procureur étaient présents, mais ils vous diront pourtant qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. M. Yekatom a également organisé des rencontres sportives dans le cadre du dialogue intercommunautaire, comme en témoigne notamment le témoin D298017. Celui-ci vous parle d'un match de foot organisé sur le terrain de Sagbado entre jeunes musulmans et chrétiens. Vous vous en souviendrez, je vous parlais un peu plus tôt du terrain de Sagbado, ce terrain sur lequel M. Yekatom jouait au foot lorsqu'il était petit. Et ce n'est pas anodin si M. Yekatom a choisi le football, car c'est un sport accessible et populaire en Centrafrique et à travers lequel toutes les communautés se rejoignent. Et comme je vous en parlais un peu plus tôt, M. Yekatom est devenu député de la circonscription de Mbaïki en 2016. Et la campagne de M. Yekatom pour devenir député s'est inscrite dans la continuation de ses efforts de paix et de cohésion sociale qui ont perduré après les événements. Et ce devoir patriotique qu'il avait en tant que militaire, et dont je vous parlais, s'est alors naturellement transformé en une volonté de se mettre au service de son pays et de la population centrafricaine. En tant que député, M. Yekatom prenait son mandat très à cœur, comme l'attestent les témoins D298027 et D298019. Il se rendait régulièrement dans sa circonscription pour rester proche de son électorat. Et en tant que député, M. Yekatom avait conscience des problèmes quotidiens auxquels était confrontée la population. Vous en conviendrez avec moi, les deux piliers d'une bonne société sont la santé et l'éducation. Alors M. Yekatom s'est penché sur ces deux thèmes durant son mandat de député, comme l'attestent les témoins D298017 et D298019. Relativement à ses projets de construction d'une école à Kapou et d'un centre de santé à Bosongo. M. Yekatom a continué le combat qu'il avait commencé en tant que militaire, celui contre le népotisme, et il prenait la parole pour une meilleure professionnalisation de l'armée. Durant son mandat, M. Yekatom dénonçait également la corruption de ses collègues. Et plus encore, M. Yekatom a refusé d'être lui-même acteur de cette corruption, en refusant de recevoir une somme d'argent afin de voter la destitution
de l'ancien président musulman de l'Assemblée nationale, Karim Mekassoua. C'est ce que vous dit le témoin D29-8027 au paragraphe 23 de sa déclaration. Et je cite, « Monsieur Yekatom a refusé de céder aux pressions du gouvernement de l'époque. » Et hier, le bureau du procureur vous a montré une vidéo de l'incident à l'Assemblée nationale sans vous donner le contexte. Et justement, cette vidéo arrive précisément au moment du vote de l'éviction de Karim Mekassoua par les députés qui avaient été achetés par le gouvernement de l'époque. Donc il est important, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, de remettre les choses dans leur contexte. Il est important de préciser que, contrairement à ce que vous avez entendu dans la vidéo, M. Yekatom n'a tiré sur personne ce jour-là. En toute sincérité, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je manque de temps pour être véritablement exhaustive et vous énumérer l'ensemble de la preuve, l'ensemble des propos tenus et que vous avez entendus dans cette salle d'audience, des témoins, sur les actions de cohésion sociale, de réconciliation, de paix et des discours que M. Yekatom a tenus. Mais le procureur, encore une fois, vous dira qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Je vous remercie pour votre écoute, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, et je cède la parole à présent à mon confrère, Monsieur Pagès-Granier. Thank you, Ms. Bessa. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Madame Bessa vient de vous présenter qui est Monsieur Yekatom, son histoire familiale, son parcours professionnel. Elle vous a également présenté des circonstances atténuantes que vous pourrez prendre en compte lors de la détermination d'une éventuelle peine. Je souhaite, dans un premier temps, rester sur ce sujet et vous présenter des vidéos contemporaines des faits qui montrent qu'à l'époque, comme on vous l'a dit, M. Yekatom a protégé la population. Ces vidéos vous permettront d'apprécier au mieux qui est M. Yekatom. Une personne bien différente du portrait sans aucune nuance que le procureur vous a fait. Le procureur qui d'ailleurs, hier, vous a plaidé en disant, et je cite en anglais, « The defense suggestion that Mr. Yekatom worked towards the promotion of peace, in view of the facts provided in this case, is an astonishing claim. » Alors voyons la preuve au dossier. Et je souhaite dès à présent vous montrer une première vidéo. Cette dernière a été filmée aux environs du 13 décembre 2013 dans le quartier de Bouing, à Bangui, au cœur des événements. Vous allez voir M. Yekatom au contact de la population, essayant de la rassurer. Cette vidéo est d'une durée de 25 secondes. Pour les interprètes, la traduction se trouve à CAR OTP 2127 4438, ligne 5 à 23. Et pour information, cette vidéo peut être diffusée au public. Alanga ko tola bambeni zo so alinda ga kenzo nizo pala signalé rapidement na mongi ça adugezo itenga comment il peut y récupérer là mais la dia kango beton da passa ba ina kunzi ande izi posogi pe izande meni ka doka la sambe to ala bate leti to ndo kati ga simbeni ya da rapidement là. Merci.
Monsieur le Président, je ne sais pas si vous avez une traduction en anglais de ce qui a été dit dans cette vidéo. That's no problem. I think when you found it, please let us know, and please read it out then, and then we signal to Council that he can continue. Could you please repeat the area number? So the video is car OTP 2065-1989, and the translation is car OTP 2127-4438, line 5 to 23. Thank you very much. Please continue. Dans cette vidéo, vous avez vu, ou plutôt vous avez entendu, M. Yekatom s'adresser à cette habitante du quartier de Bouing et lui dire « N'ayez pas peur, nous mettons un poste ici pour vous protéger. N'ayez pas peur. » Ce sont ces mots. Et dans le dossier, il y a bien d'autres vidéos comme celle-ci. Nous en avons identifié certaines dans nos réponses au bar table motion du procureur. Et je vous renvoie notamment à l'annexe A de notre écriture 2233. Ces vidéos sont illustratives de la volonté de M. Yekatom d'assurer la sécurité et la protection de tous dans les zones où il se trouve, de tous les habitants, sans aucune distinction, sans aucune discrimination. Outre la protection de la population que l'on vient de voir, M. Yekatom est également attaché à la protection des biens appartenant à l'État. Vous avez sur votre écran une nouvelle vidéo. Celle-ci a été également filmée aux environs du 13 décembre 2013, à proximité immédiate de Bangui. Cette vidéo est d'une durée de 1 minute et 13 secondes. Et pour les interprètes, la traduction se trouve à car OTP 00002083, ligne 1 à 26. Et cette vidéo... Please let us know when you're ready, and then we can play it. So we have a sort of simultaneous interpretation here. Okay, then it can be played. Bon, Fox, c'est que ça quoi? Bon, là, d'après mon magazine, tu viens encore.
I think we can stop there. Thank you. Thanks a lot. I think that was enough. Yeah, you may proceed. Dans cette vidéo, vous venez de voir M. Ekatom arriver dans une concession, une zone industrielle appartenant à l'État. Et on le comprend de la vidéo que cet endroit était en train d'être pillé. Vous l'avez entendu interagir avec une dame, se lamenter qu'une mère de famille se retrouve à piller un tel lieu. Et vous l'avez également entendu se demander où sont les Fox. Les Fox, qui est un terme en Centrafrique qui désigne les gardes de sécurité. Il se demande où se trouvent les gardiens officiels qui sont censés assurer la sécurité de ce lieu. Dans une autre vidéo qui est filmée quelques minutes après, on n'aura pas besoin de la diffuser et les références se trouvent sur votre écran. Dans cette autre vidéo, on peut voir M. Ekatom organiser les personnes présentes afin d'assurer la protection du lieu, éviter que les pillages continuent, jusqu'à ce qu'il retrouve le gardien officiel. Ces vidéos montrent que M. Ekatom protégeait aussi les biens de la communauté. Il savait que dans un pays démuni comme la Centrafrique, lorsque les biens de l'État sont pillés, c'est la population qui souffre derrière. Et vous pourrez remarquer que dans ces vidéos, il s'adresse spontanément aux individus en sango. Il ne prête pas attention à la caméra. Il n'est pas en train de faire un show pour la journaliste qui le filme. Le procureur vous a dit hier que la personne que vous avez vue dans cette salle d'audience n'est pas la même que la personne qui était sur le terrain en 2013-2014. Ces images vous montrent qui il était aussi. Une personne qui veut faire en sorte que, dans la zone où il se trouve, la population puisse être rassurée, en sécurité, et qu'elle puisse vivre aussi normalement que possible, étant donné les circonstances. Lors de la détermination d'une peine, nous vous demanderons de garder ces images à l'esprit et d'en tenir compte. Car en 2013-2014, M. Ekatom, c'est également l'homme que vous venez de voir sur ces images. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vais maintenant aborder la question des éléments relatifs aux faits qui sont reprochés à M. Ekatom, à certaines des charges qui sont portées à son encontre. Ceci afin tout à la fois de compléter nos soumissions écrites et de répondre aux soumissions de l'accusation. Et dès à présent, nous souhaitons insister et être très clairs sur un point. Il n'existe aucune circonstance aggravante additionnelle en relation avec les charges de M. Ekatom. Et par cela, je veux dire que les facteurs identifiés tout à la fois par le procureur et les représentants légaux des victimes sont soit déjà inclus dans la détermination sur la gravité de la peine ou n'ont pas été prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Je ne vais pas, dans les minutes qui arrivent, répondre systématiquement à chacun de leurs arguments. À la place, les soumissions que je vais développer ont plutôt pour but de vous apporter des informations sur les circonstances relatives à certaines de ces charges, suivant les soumissions du procureur qui se sont hautement focalisées sur le degré de participation allégué de M. Ekatom. Un tout premier point à prendre en compte concerne les circonstances de temps des charges. Il est important de relever que ce cadre temporel est relativement réduit. Les actes et comportements qui sont reprochés à M. Ekatom se situent en effet
dans leur majorité sur 3 mois, de début décembre 2013 à fin février 2014. Lors de la détermination d'une peine à lui infliger, il faudra tenir compte de cette faible durée, tenir compte du fait que les faits se sont passés très rapidement, durant une période hautement instable. Et cette période relativement limitée des charges s'explique directement par le fait que l'objectif de M. Ekatom, à lui, était très clair. Il s'agissait du départ du pouvoir de M. Djotodia et des Seleka, un régime qui commettait d'innombrables exactions sur la population. Ma consoeur vous en a parlé. Une fois cet objectif du départ de M. Djotodia et des Seleka atteint, M. Ekatom commence immédiatement à faire un travail de réconciliation. Vous vous souviendrez notamment de la vidéo où on le voit en compagnie du Seleka Souleymane Daouda, en compagnie l'un de l'autre. Il appelle son frère quelques jours après qu'il se tirait dessus. Si certains acteurs du conflit avaient, eux, des objectifs politiques cachés, ce n'était pas le cas de M. Ekatom. Ce n'était pas un petit soldat zélé luttant pour un parti politique ou pour une idéologie. Il ne s'est pas battu pour le retour au pouvoir d'un homme politique spécifique, ni pour se l'approprier lui-même. Il s'est battu afin d'obtenir le départ de M. Djotodia et des Seleka, ni plus ni moins. Cette raison de l'implication de M. Ekatom dans ces combats devra être prise en compte lors de la détermination d'une peine. Je vais désormais aborder les charges relatives à l'opération du 5 décembre 2013 sur Bangui. Vous l'avez bien compris de notre mémoire finale, la défense ne nie pas l'évidence. Oui, M. Ekatom a participé à cette opération. Oui, il a combattu ce jour-là. Et vous déterminerez dans votre jugement si oui ou non des actes condamnables par cette Cour ont été commis à l'occasion de cette opération. Mais il est important de se rappeler qu'il a participé à cette opération après avoir eu des communications avec le capitaine Grémangou, son ancien chef hiérarchique à l'armée. Et je vous renvoie à ce propos au paragraphe 355 de notre mémoire finale. Il n'est pas prouvé au dossier que M. Ekatom a par exemple participé au choix de la date de l'attaque, au choix des différents acteurs, pas plus qu'au choix d'attaquer Bangui de manière générale. Cette absence d'implication dans la planification de l'attaque dans sa globalité est un élément qui devra également être pris en compte. Toujours, et le but de mon propos, vous l'aurez compris, c'est bien d'insister sur le fait que M. Ekatom n'a pas été une tête pensante ni un architecte de cette attaque du 5 décembre 2013 dans sa globalité. Toujours en relation avec l'opération du 5 décembre, le procureur soumet au paragraphe 24 de son mémoire, et vous l'avez à l'écran, qu'il existe une circonstance aggravante en lien avec la vulnérabilité des marchands qui auraient été tués au marché de Bouygues. Mais pour qu'une circonstance aggravante soit prise en compte, elle doit être établie au-delà de tout doute raisonnable. Et dans le cas d'espèce, il faut bien reconnaître que le procureur n'a pas rempli cette obligation. Le procureur se contente d'un flou sur ce sujet. Il ne dit pas en quoi ces personnes étaient particulièrement vulnérables. Il ne l'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Le procureur déforme également la preuve en vous suggérant hier, comme il avait fait dans son mémoire final, que pour la défense, le simple fait pour une personne de prendre un thé avec les Seleka serait une justification pour que cette personne soit tuée. Ce ne sont pas et ce ne sont jamais été les soumissions de la défense. Et ce n'est pas non plus la preuve que vous avez entendue sur les marchands du marché de Bouygues. La preuve au dossier tend au contraire à démontrer qu'un ou plusieurs marchands avaient des armes, portaient des uniformes, avaient des grades attribués par la Seleka
et qu'ils ont combattu ce matin-là du 5 décembre. Cette preuve, elle est fournie par les propres témoins du procureur. C'est par exemple le témoin P0884. Et je vous renvoie à ce propos au paragraphe 394 et suivant de notre mémoire finale. Dans ce contexte, on est très loin de la présentation de civils vulnérables faite par l'accusation, et vous ne pourrez que rejeter sa demande de circonstances aggravantes. Comme vous le voyez désormais à l'écran, le procureur indique au paragraphe 22 de ses écritures sur la peine que le degré de participation de M. Yekatom au crime poursuivi est plus important, car, et je cite en anglais, « He played a closer, more personal role in their commission ». Il vous appartiendra, dans votre jugement, d'analyser le degré d'implication réel de M. Yekatom dans les crimes commis. Ainsi, nous vous rappelons que la preuve au dossier démontre que M. Yekatom était absent lors d'une partie substantielle des événements du 24 décembre 2013 et de la mort de Saint-Cyr-la-Pau. La preuve est claire à ce sujet et le procureur lui-même le mentionne au paragraphe 696 et 697 de son mémoire finale. Je vous renvoie également au paragraphe 445 et suivant de notre mémoire finale sur ce point. De même, en relation avec les charges de l'axe PK9 Mbaïki, il est important de rappeler que la preuve au dossier tend également à démontrer que M. Yekatom n'est pas présent lors de combats sur cet axe. Le témoin P1839 est clair et constant sur ce sujet. Vous l'avez à l'écran. Un autre témoin, P1666, a indiqué également qu'on voyait rarement M. Yekatom à Mbaïki, qui ne faisait que patrouiller l'axe en faisant des allers-retours. Mbaïki, qui est justement la ville où s'est déroulé le meurtre du second adjoint au maire, M. Djido Saleh. Il est important de rappeler qu'il ressort de la preuve que M. Yekatom n'est pas non plus présent lors de ce meurtre. Rien ne permet non plus de conclure à un ordre spécifique de sa part en lien avec ce meurtre. Contrairement aux soumissions du procureur, vous devrez tenir compte de tout cela, du fait qu'il n'est pas physiquement présent lors de la réalisation des faits, et que cette absence impacte grandement son degré de participation à la réalisation des charges. Degré qui est nécessairement amoindri, et vous devrez en tenir compte. Je vais à présent revenir pendant quelques minutes sur les charges relatives au 24 décembre 2013 à Yamwara, et en particulier sur le degré de gravité de certains des faits. Ainsi, vis-à-vis notamment du chef 14, emprisonnement et autres formes de privation grave de liberté physique. Il est nécessaire de prendre en compte la circonstance de la faible durée de l'incident dans sa globalité. À ce titre, nous vous rappelons que les personnes sont stoppées et amenées à la base de Yamwara dans la fin de l'après-midi du 24 décembre 2013. Elles seront transférées à la base de M. Sylvestre Yagouzou le soir même. Elles ne restent tout au plus que quelques heures à la base de Yamwara, puis de la base de M. Yagouzou, elles seront remises aux forces françaises 48 heures plus tard, le 26 décembre. Il faudra prendre en compte cette faible durée. De même, l'absence de blessures physiques graves des personnes libérées devra également être prise en compte lors de la détermination d'une peine. Madame Catherine Samba-Panza l'a mentionné à la radio à l'époque, indiquant que les personnes n'avaient pas été maltraitées. Mais surtout, et plus important encore, le témoignage de P1811 que vous avez à votre écran, on ne peut pas l'ignorer. Témoignage qui indique qu'à la libération du groupe, il leur avait été demandé s'ils avaient été battus ou maltraités, et qu'à cette question, ils avaient répondu par la négative. Le comportement, maintenant, de M. Yekatom, une fois qu'il arrive à la base, cette soirée-là, devra également être pris en compte dans votre jugement. Le témoin P1811 l'indique. Quand M. Yekatom est arrivé, il a parlé calmement avec le groupe. Il n'a violenté personne. Au contraire,
M. Ekatom a immédiatement contacté la force Sangaris. Vous avez ces appels dans les registres de données d'appel. Vous l'avez au dossier. Les personnes seront transférées le soir même à la base de M. Yagouzou, d'où elles seront effectivement remises à la force Sangaris. Cette intervention immédiate de M. Ekatom, afin que les victimes puissent être libérées, constitue une circonstance atténuante aux charges relatives aux événements du 24 décembre 2013. Un autre élément que vous pourrez prendre en compte est le fait que M. Ekatom, lorsqu'il est arrivé, il a rassuré les personnes du groupe avec qui il a communiqué. Il leur a dit que rien de mal ne leur arriverait. Vous avez le témoignage à l'écran. Et pour conclure sur ce point, on comprend de la preuve que M. Ekatom s'est découvert un lien personnel, une connaissance commune avec une des personnes du groupe. Et malgré cela, il est important de noter que M. Ekatom a apporté son aide à toutes les personnes dont il avait connaissance une fois qu'il est arrivé. Toutes, qu'il ait une connaissance commune ou pas. Ces actions positives de M. Ekatom vis-à-vis des victimes militent, nous le soumettons, pour une peine raisonnée, dans l'éventualité où vous le condamneriez sur ces charges. I have the impression that this would be a good time to have this very, very short break of 5 minutes that we announced. Ms. Dimitri? Mr. President, if I may suggest, Mr. Pages-Cranier is almost done, just a few minutes left. And that's my last part is half an hour, so it would be for us the natural break, if that's okay with your honors. Absolutely. Thank you. Yeah, this is a good explanation. Thank you. So please continue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vais désormais aborder mon dernier sujet. Qui est M. Ekatom aujourd'hui, en janvier 2025, après 6 années de détention? Qui est l'homme que vous êtes amené à juger? La règle 145.1b l'indique, pour la fixation de la peine, il faut tenir compte de la situation de la personne condamnée. Alors, quelle est cette situation de M. Ekatom? M. Ekatom a été transféré de la Centrafrique au centre de détention de La Haye le 17 novembre 2018, il y a 6 ans et 2 mois. Du jour au lendemain, il a été transféré à des milliers de kilomètres de chez lui, dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas la langue, pas la culture. Ce transfert a été un déracinement brutal pour lui. Et l'homme qu'il est aujourd'hui est forcément défini par ces 6 années de détention passées ici. À presque 50 ans, c'est quasiment 1/5 de sa vie d'adulte qu'il aura passé en détention provisoire. Son comportement, ici, en détention, vous permettra d'apprécier quelle est sa personnalité aujourd'hui. Et il faut reconnaître, dès à présent, que la détention provisoire de M. Ekatom a été toute sauf normale. Et en premier lieu, en raison de la pandémie du Covid-19. Cette crise a conduit notamment à une interruption totale des visites familiales au centre de détention durant 16 mois, quasiment 1 an et demi. Une interruption totale également des visites de nous, la défense, auprès de M. Ekatom durant 10 mois, quasiment 1 année. De mars 2020 à début 2021, les seuls liens sociaux de M. Ekatom étaient avec les gardes et les autres détenus. Cela a créé un isolement extrême de M. Ekatom, plus que ce qui est attendu d'une détention normale. Et cet isolement pouvait en partie être atténué par des solutions très simples, des solutions techniques. Permettre au moins des contacts visuels, par visioconférence, entre M. Ekatom et ses proches. Cela a été possible et d'autres tribunaux l'ont fait, vous le voyez à l'écran. Ces autres tribunaux ont été très rapidement pragmatiques face à la situation exceptionnelle. Si les détenus ne peuvent plus avoir de visite physique avec leurs proches, alors permettons au moins qu'ils les voient en vidéo. Malheureusement, le greffe de la Cour pénale internationale n'a pas été aussi proactif. Comme vous le voyez désormais à l'écran, ce n'est qu'après une décision de votre part, la décision 869, qu'enfin, le greffe permettra ces appels vidéo à partir de mars 2021. Plusieurs mois après ces autres tribunaux internationaux, qui partagent pourtant
tous le même bâtiment au centre de détention de La Haye. Rien ne pouvait justifier ce retard qui a contribué à exacerber l'isolement de M. Ekatom. À cette époque, seuls des appels téléphoniques étaient possibles afin de garder un contact avec les proches. Appels qui étaient également soumis à des restrictions. Il ne pouvait appeler que 1 ou 2 fois par semaine. Cette période était marquée par l'incertitude de l'évolution de la pandémie, un isolement de M. Ekatom, des difficultés à maintenir des liens familiaux et une angoisse toute particulière pour sa mère, qui est âgée et malade et qui se trouvait en Centrafrique. Dans ce contexte, les effets de la privation de liberté sur M. Ekatom ont été aggravés. L'article 78.2 du Statut de Rome prévoit que le temps passé en détention provisoire est soustrait de la peine d'emprisonnement prononcée. Mais lorsque cet article a été rédigé, il a été rédigé avec le présupposé et sur la prémisse que les conditions de détention du détenu étaient normales. Personne n'a pensé, lors de la rédaction de cet article, à une pandémie mondiale qui dégraderait à ce point les conditions de détention, qui aggraverait à ce point les conséquences de la privation de liberté. Durant près d'1 an et demi, la privation de liberté de M. Ekatom a eu un effet punitif sur lui beaucoup plus sévère que ce qui est normalement envisagé, beaucoup plus sévère que ce qu'ont vécu les autres détenus de cette cour qui ont été condamnés antérieurement à cette pandémie. Et nous vous demandons de prendre en compte le fait qu'une partie de la détention provisoire de M. Ekatom a été beaucoup plus dure que ce que leur aurait dû être en temps normal. Et il faut noter à cet effet que diverses juridictions nationales ont tenu compte des effets de la crise sanitaire vis-à-vis des peines prononcées. Le Royaume-Uni a considéré que le Covid-19 rendait l'impact d'une détention plus importante sur les personnes détenues. La France a prévu des réductions de peine. Les juridictions canadiennes, vous l'avez à l'écran, considèrent, elles, que la détention provisoire est intrinsèquement dure sur les personnes détenues et que la crise sanitaire n'a fait que renforcer cette dureté. Une aggravation qui est une considération à prendre en compte lors de la détermination d'une peine. Et dans cette même ligne, nous vous demandons de prendre en compte ces conditions anormalement dures de détention lors de votre détermination du quantum de la peine de M. Ekatom. Un tout dernier point sur cette période marquée par le Covid-19. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, durant 10 mois, la défense n'a pas pu avoir de contact physique avec M. Ekatom au centre de détention. Cela est survenu à un moment charnière du procès, juste avant son début, en mars 2021. À cette époque, la défense devait faire un travail d'analyse sur toute la preuve qui était divulguée, et notamment des centaines, voire des milliers d'audios et de vidéos. Avant la pandémie, cela était très simple. Nous allions voir M. Ekatom au centre de détention, on s'asseyait avec lui, on regardait les vidéos sur un ordinateur. Lors de la pandémie, il a fallu trouver une autre solution. Chacun chez soi, au téléphone, à regarder la même vidéo. Une solution qui était beaucoup plus chronophage et moins pratique que ce qui existait. Cela a pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ressources à l'équipe pour faire un même travail d'analyse. Mais malgré cela, et c'est ce qu'il faut retenir, M. Ekatom n'a jamais souhaité demander un report du début du procès, car il souhaitait et a tout fait pour que les procédures puissent commencer dans les temps. Il a gardé cette ligne, ne pas retarder les procédures tout au long du procès. Vous vous souviendrez que lorsqu'il avait des ennuis de santé, il a accepté de suivre les audiences par visioconférence. Il a même accepté à renoncer totalement à son droit d'être présent. M. Ekatom a accepté de faire ses compromis avec ses droits car il comprenait les conséquences d'un report des audiences. Il a fait par respect pour la Cour, par respect pour les témoins qui venaient de loin, par respect pour le travail de tout le monde ici. Ce comportement, lors du procès de M. Ekatom, démontre une preuve de bonne coopération avec la Cour et un comportement qui n'a rien à voir avec celui qui a été décrit par le procureur. Très rapidement, un dernier problème auquel a été confronté M. Ekatom au centre de détention, le non-respect de ses droits, et notamment, vous l'avez à l'écran, de la norme 199 vis-à-vis de la nourriture
qui est servie aux détenus. Cette norme précise que la nourriture doit respecter les pratiques culturelles des détenus. Et mon propos a pour seul but de vous montrer comment M. Ekatom a réagi face à cette situation, car c'est son comportement qui vous permet d'apprécier sa personnalité. Depuis l'arrivée de M. Ekatom au centre de détention, cette règle n'a pas été respectée. Et face à cette situation, qu'a-t-il fait? Il a suivi les règles, il a suivi les procédures mises à sa disposition. Il a fait une plainte qui est arrivée jusque devant la présidence en février 2023. Vous avez cette décision sous les yeux. La présidence a donné gain de cause à M. Ekatom, enjoignant aux greffes de rectifier la situation. Et depuis cette situation, que s'est-il passé? Rien. Rien n'a changé. Le greffe se borne depuis à envoyer de vagues mémorandums indiquant qu'il travaille sur le sujet. Aucune date de mise en conformité n'est donnée. M. Ekatom, lui, en attendant, patiente toujours que ses droits soient respectés. Et cet exemple vous permet d'apprécier une partie de la personnalité et du comportement de M. Ekatom aujourd'hui, encore une fois, bien loin de l'image donnée par l'accusation. Image d'autant plus erronée que M. Ekatom, malgré ses problèmes avec l'administration pénitentiaire, sait faire la part des choses. Lorsqu'il a été atteint gravement par le Covid-19, il a même été hospitalisé, une des premières choses qu'il a souhaité faire en sortant de l'hôpital, c'est d'envoyer une lettre de remerciement aux gardes et au personnel de santé. Vous l'avez à votre écran. Voilà qui est M. Ekatom. Et ce n'est pas un comportement isolé. M. Ekatom, c'est également une personne qui a aidé un codétenu malade en lui préparant ses repas. C'est quelqu'un qui a joué un rôle de médiateur au centre de détention lorsqu'il existait des tensions entre certains détenus. On est loin de l'image dépeinte par l'accusation, d'un détenu qui viole les règles de ses conditions de détention. Et sur ce point, sur les violations alléguées en matière de restrictions téléphoniques, je vous renvoie aux multiples écritures que nous avons faites sur le sujet. Et je vous rappelle que M. Ekatom a aussi été proactif, rappelant les règles à ses interlocuteurs. Mesdames et messieurs les juges, que retenir de tout ça? Tous les éléments que je viens d'aborder pointent dans une direction unique. Le fait que M. Ekatom a toutes les chances de réussir une réinsertion dans la société, si vous deviez avoir à prononcer une peine. M. Ekatom va avoir 50 ans à la fin du mois. Ses carrières militaires et politiques sont derrière lui. Il n'a que pour seul projet d'être présent pour sa famille et de les aider, d'être un membre productif de la société. Voilà qui est M. Ekatom aujourd'hui, en janvier 2025. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie pour votre attention et je laisserai la parole après la pause à Maître Dimitri. Yeah. Indeed, after the break, which will be really short, 5 minutes, and please let us know when we can continue then. Thank you. All rise, veuillez vous lever.